faut faire la lutte pour les fumeurs, pour les aider, pour les traiter et pas trop être contre. Et les fumeurs, il faut leur apprendre à être bienveillants avec eux-mêmes. Et l'arrêt du tabac, ça doit être bienveillant. Quand on est bienveillant, on prend 0 kilo. Imaginez un monde où nous vivrions en meilleure santé, plus longtemps, avec plus d'énergie et moins de stress. Bienvenue dans le podcast Healthier Humanity. Je suis Jean-Charles Samuelian-Werve et j'interviewe des experts à la renommée mondiale, des athlètes de haut niveau ou des leaders visionnaires pour parler du futur de la santé, du bien-être et de la longévité. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Dotzenberg, une figure majeure de la lutte contre le tabagisme en France. Bertrand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Vous êtes un tabacologue de renom, ancien professeur de pneumologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et vous avez joué un rôle pionnier dans la compréhension des mécanismes d'addiction au tabac, dans le développement des stratégies innovantes pour l'arrêt du tabac aussi. Vos travaux sur la cigarette électronique et votre expertise en matière de tabagisme passif ont marqué certaines des politiques de santé publique en France. Merci pour ça. Vous êtes aussi un auteur prolifique, comme le tas de livres devant moi le représente. Le plaisir d'arrêter de fumer est un de vos derniers livres, très accessible et qu'on va décortiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime qu'un fumeur prend 2 jours d'arrêt maladie de plus par an qu'un non-fumeur, que les coûts de la perte de productivité liés au tabac vont jusqu'à 185 milliards de dollars par an aux États-Unis. En France, le tabac reste la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès par an. Votre combat pour une société sans tabac est donc plus que jamais d'actualité et important. Alors, comme on l'a dit, vous avez publié de nombreux ouvrages sur le tabagisme, dont Le plaisir d'arrêter de fumer. Et peut-être, avant d'apprendre comment se sevrer, j'aimerais d'abord qu'on comprenne pourquoi certaines personnes continuent à fumer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les cigarettes sont conçues pour être addictives ? Les cigarettes sont conçues pour être addictives, un petit peu par l'imaginaire, mais énormément par la nicotine qui est contenue, qui est une substance qui est très addictive. Et la cigarette se comporte un peu comme un amant toxique, il y a des petits côtés sympathiques, mais qui vous tue. Il y a dans le monde 8 millions de morts par an liés au tabac, 75 000 en France, comme on l'a dit. Et tous ceux qui fument dans l'heure du lever, ce n'est pas des gens qui veulent fumer, c'est des gens dont leur corps a été programmé quand ils étaient adolescents pour fumer la cigarette, pour enrichir les cigarettiers. Et les cigarettiers font tout fait et font tout pour que ça continue à être comme ça. Donc on est victime, on a confié, quand on est fumeur du matin, de l'aube, son cerveau à non pas à la Biélorussie pour son téléphone, mais à la puissance des lobbies du tabac, qui marquent clairement dans leurs documents que leur métier, c'est de rendre les teenagers dépendants, que s'ils n'arrivent pas à le faire, ils sont fichus. Et ils savent par ailleurs qu'il y a une chance sur 2 que ça vous tue, mais ça, c'est pas très important. Ouais, c'est assez effrayant d'entendre ça. Et quels sont les mécanismes biologiques qui se cachent derrière tout ça, de l'addiction à la nicotine, et comment on a amélioré notre compréhension au fil des années ? La compréhension est assez bonne maintenant. Un fumeur, il a sur certains de ses neurones des récepteurs à l'acétylcholine qu'on appelle nicotiniques. Il y en a très peu, comme on a des récepteurs morphiniques, comme on a des récepteurs d'ailleurs aux cannabinoïdes, etc. Et ces récepteurs sont en tout petit nombre. Et un fumeur normal, un non-fumeur, il a besoin de 0 nicotine. La nicotine n'est pas une substance utile à la vie. C'est utile aux plants de tabac et aux plants de tomates pour tuer les pucerons, comme insecticide. Mais le seul intérêt dans la nature, entre guillemets, si la nicotine est inventée pour quelque chose, c'est pour tuer les moucherons et les bêtes qui attaquent les plantes. Pas du tout pour tuer les adultes qu'on a en la fumant. Et cette addiction à la nicotine, elle est forte, et parce que la nicotine, quand vous fumez une cigarette, normalement, vous arrivez à fumer 3, 4, 5 bouffées de cigarette si vous n'êtes pas fumeur, si vous n'avez pas un nombre élevé de récepteurs nicotiniques, et après, nausée, on va se cacher pour éteindre sa cigarette quand on est gamin, ou un fumeur qui est bien compensé d'ailleurs a la même chose, il essaie d'allumer sa cigarette, au milieu, elle n'est pas bonne. Donc ça, c'est une notion générale. Et c'est pour que la cigarette soit acceptée, il faut injecter doucement la nicotine, un petit peu, faire essayer un peu plus de nicotine. Et au lieu d'avoir un récepteur nicotinique sur chaque neurone, on va avoir des centaines et des milliers.
Donc l'avantage, c'est que la nicotine n'est plus toxique, hein, elle est 1000 fois moins toxique que chez un non-fumeur, mais ces milliers de récepteurs réclament la nicotine. Et pourquoi? Parce que quand on prend de la fumée de cigarette, c'est une montée très rapide de nicotine. Après la 10, 12e bouffée de la cigarette, la nicotine arrive dans un endroit où il n'y a plus de place pour mettre la nicotine et ça envoie un signal au cerveau: veuillez me renvoyer de la nicotine. C'est comme quand ça vous gratte. Si vous grattez parce que ça vous gratte, et ben ça va vous gratter encore plus. Alors que si vous caressez quand ça vous gratte, ça ne va pas le faire plus. Et alors que la nicotine qui est délivrée de façon douce, régulièrement, sans pic de nicotine, donc en caresse de nicotine et non pas en claque de nicotine, et ben ça va vous permettre de diminuer les besoins de nicotine. Chez la plupart des gens, ça va diminuer, les récepteurs vont se déplanter de la surface de la cellule, à peu près 1% par jour. Donc au bout de 100 jours, il n'y a plus besoin de nicotine. Chez 85% des gens, il y a un petit nombre qui reste dépendant, mais assez peu. C'est fascinant. Et vous avez dit que ça allait tuer, que le tabac, quand on commence en adolescence, ça tuerait une personne sur deux. Oui. Quels sont les 50%, on perd 22 années de vie en bonne santé. 22 années de vie en bonne santé. Ouais. Alors, chez les hommes et chez les femmes, il y a une grande étude qui a été faite chez les médecins hommes après-guerre qui montre que c'est 20 ans. Une autre étude sur 1 million d'années de femmes surveillées qui montre que c'est 22 ans. Donc mais c'est la même chose. Oui, c'est à peu près ça fait aussi bien les hommes que les femmes à tabagisme égal. Et quels sont du coup les effets long terme du tabagisme? Qu'est-ce qui provoque cette perte de 22 ou de 20 ans Le tabac provoque des centaines, voire des milliers de maladies ou favorise des très, très, très nombreuses maladies. Et parmi ces maladies, on a les cancers qui font à peu près 40%, on a toutes les maladies respiratoires, l'insuffisance respiratoire, on a la maladie cardiaque et vasculaire, mais il y a aussi plein de maladies. Par exemple, si vous avez la grippe, vous avez 2 fois plus de chances de vous retrouver à l'hôpital et de mourir si vous n'avez pas la grippe. Si vous avez la tuberculose, une maladie qui n'a rien à voir avec le tabac, vous doublez les chances de mourir dans la maladie. C'est pour ça que l'OMS, dans les programmes de lutte contre la tuberculose en Afrique, elle met aussi des programmes de lutte contre le tabac. Et donc, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies. Il y a une interaction. La Haute Autorité de Santé fait des guides pour toutes les maladies chroniques de longue durée, diabète, cirrhose, etc. Dans 17 de ces guides, sur les 35, il y a marqué que l'arrêt du tabac est un traitement essentiel et fait partie du traitement du diabète, de la cirrhose, des traitements post-greffe, de l'hépatite B, de l'hépatite C, beaucoup de maladies neurologiques aussi. Ça donne des poussées pour la sclérose en plaques, ça aggrave les polyarthrites rhumatoïdes. Donc, c'est un produit qui est très inflammatoire, qui augmente le niveau d'inflammation de l'organisme et ça tue de façon tout à fait admirable et persistante. Et on est sûr que c'est ça. Si on regarde un peu le taux de cancer du poumon chez les hommes, on voit qu'en France, il a augmenté. Et puis, depuis 1991, ce taux diminue un petit peu, depuis la loi E20. Chez la femme qui ont commencé à fumer plus tard, on arrive au pic maintenant et ça va diminuer après. Dans tous les pays du monde où on voit la différence de tabagisme homme-femme, on prend la courbe, on regarde la mortalité par cancer 20 ans plus tard, les courbes se croisent alors que les Spoutnik, c'est les mêmes, la pollution, c'est les mêmes, mais les présidents des États-Unis changent, et ce n'est pas ça qui change la mortalité. C'est effrayant et passionnant à la fois. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui les mécanismes biologiques, physiologiques qui font qu'on double les incidents, enfin qu'on double le risque sur la tuberculose, par exemple? Qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme notamment? Pour toutes les maladies inflammatoires et infectieuses, ça augmente l'inflammation de l'organisme et un organisme inflammé se défend moins bien. Et c'est vrai pour les méningites cérébrospinales, c'est vrai pour la pneumonie à pneumocoque qui est multipliée par 3, c'est vrai pour plein de maladies. Donc, c'est les mécanismes d'inflammation. C'est principalement les mécanismes de l'inflammation. Après, pour les cancers, les choses comme ça, il y a dans la fumée du tabac, des goudrons, des cancérogènes qui sont des cancérogènes. Il y a une soixantaine de cancérogènes dans la fumée de cigarette et quand vous inhalez des cancérogènes, c'est élevé. Et un élément important, c'est qu'il y a beaucoup de particules aussi. Quand vous fumez une cigarette, une bouffée d'une cigarette, vous émettez à peu près autant de particules que si vous restiez toute la journée, vous recevez autant de particules fines de PM2,5 que si vous restiez toute la journée dans Paris pollué. Et donc, quand vous avez, au niveau des émissions, c'est quelque chose de considérable. On est à 400 000 tonnes de PM2,5 rejetées dans l'air. Et puis après, si on peut voir la nature, il y a quelques milliards de mégots aussi, il y a des
Donc le tabac pollue, le tabac tue, le tabac est la cause principale des incendies sur le lieu de travail, etc., et dans les forêts. Donc il y a beaucoup d'inconvénients et le tabac coûte très cher. S'il n'y avait pas de tabagistes, le budget de la sécurité sociale serait en grand bénéfice cette année, en 2025. À ce point-là. À ce point-là, Ok. avec des effets retardés, mais des effets immédiats aussi sur les maladies infectieuses, c'est tout de suite. Hein, c'est pas... Et on parle beaucoup des différents types de tabagisme. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les différences entre un tabagisme fréquent et un tabagisme occasionnel? Comment c'est ou un tabagisme passif d'ailleurs? Comment c'est déjà défini et quelles sont les différences de risque? Ça n'a pas grand intérêt, mais à partir du moment où une bouffée a un effet néfaste mesurable pour la santé, donc la bonne dose de cigarette, c'est moins qu'une bouffée, donc les choses sont claires de ce côté-là. Après, si ça dépend des maladies, en fait. Si pour le cancer, par exemple, ce qui compte, c'est le nombre d'années auxquelles on a été exposé à la fumée de tabac, et on rajoute les années d'enfance où on a pu être exposé dans le bar de ses parents jusqu'à maintenant, et c'est le nombre d'années qui est le facteur principal de la maladie. Si vous prenez la bronchite chronique et les maladies respiratoires, là, c'est le nombre de quintaux de tabac que vous avez fumé. En moyenne, les maladies graves, ils ont fumé 2, 3, 4, 5 quintaux de tabac dans leur vie. Il faut vraiment s'appliquer pour être malade. Si vous prenez le risque cardiovasculaire, il y a des effets seuil, par exemple pour la thrombose, pour boucher les vaisseaux, que ce soit les artères de la tête pour devenir hémiplégique si c'est votre souhait, ou pour faire un infarctus si c'est votre souhait. 3 cigarettes, c'est quasiment aussi bien que 20. Parce que les phénomènes sont au maximum des 2-3 cigarettes. Donc la bonne quantité de cigarettes, c'est 0. Et surtout que le tabac est une drogue qui a vraiment peu d'intérêt. Hein. Quand vous allez en soirée, vous prenez, je sais pas, du cannabis, de l'alcool ou autre chose, ou des drogues illégales, d'autres drogues illégales, vous pouvez parler plus avec les autres. Le tabac, le seul intérêt du tabac, c'est de supprimer le manque lié à la cigarette d'avant, et puis le côté social qu'on a vu sur les pubs en disant la belle blonde, elle est française, elle fume sa cigarette, ou le cow-boy. Mais maintenant, les cow-boys, ils sont tous morts de leur cancer, donc on en parle beaucoup. Et on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont aussi sur leur lieu de travail, et vous avez beaucoup écrit sur ces sujets. Quels sont les risques du tabagisme passif sur le lieu de travail et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de mesures pour protéger les non-fumeurs? Ça, le décret Bertrand a considérablement modifié la situation sur le lieu de travail. Et on a mesuré lors de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail les améliorations qui sont quand même considérables, en sachant que ça nous a permis de mesurer aussi que les premières victimes du tabagisme passif sur le lieu de travail, c'était les fumeurs. Parce que le fumeur qui fume autant, mais qui n'est pas avec des fumeurs et de la fumée partout, est moins exposé. Hein. Quand vous avez une cigarette, vous avez 1 milliard de particules que vous prenez pour vous, des particules qui sont un peu plus grosses de 300 microns. Quand vous laissez la cigarette dans le cendrier ou au moment où vous aspirez pas, là, c'est 5 milliards de particules, donc 5 fois plus, de 90 microns qui vont encore plus loin dans les poumons. Et le fait que les fumeurs ne fument plus qu'en plein air, entre guillemets, améliore leur santé. Alors, il faut beaucoup mieux qu'ils arrêtent complètement, mais il y a déjà une amélioration pour les fumeurs. Et là, surtout, ça s'est bien passé, parce que socialement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que les patrons de bar disaient que c'est sûr qu'ils allaient tous fermer. Et puis finalement, ils ont plus d'enfants qui viennent, etc. Donc après 11h30 du soir, ils ont moins de gens, mais dans la journée, ils ont plus de gens. Et globalement, on n'a pas eu la catastrophe. Si vous regardez la une des journaux au moment de l'interdiction, c'était des catastrophes. Et les boîtes de nuit, il y a des niveaux de pollution et par le monoxyde de carbone et par les particules qui atteignaient 1000 fois la valeur limite. C'est-à-dire que normalement, il fallait aller uniquement avec un masque ventilé. C'était interdit. Ça aurait été un lieu de travail, ça aurait été interdit d'y rentrer sans un masque ventilé. Tous les masques à cartouches, etc., qu'on voit sur les chantiers pour les positions exposées, c'est pas assez. Et vous avez aussi écrit sur la cigarette électronique. Comment on crée un environnement sans tabac? Quelle est la place de la cigarette électronique dans tout ça? Alors ça, c'est compliqué. Le rêve, c'est qu'il n'y ait plus de tabac, plus de cigarettes électroniques, plus rien. Ça, c'est le but ultime. Mais tant qu'il y aura des fumeurs, moi, je suis un défenseur de la cigarette électronique, qui est une façon de prendre la nicotine de façon beaucoup plus saine et de sortir du tabac, et aussi de prendre la nicotine de façon beaucoup moins addictive. C'est-à-dire que il n'y a pas de fumée dans la cigarette électronique. Il y a de la vapeur d'eau, c'est des gouttelettes qui sont là, qui ont une demi-vie assez courte.
C'est 11 secondes si c'est du propylène glycol, 28 secondes si c'est de la glycérine végétale, ça dépend quel produit on prend, mais c'est très court. Donc ça persiste pas dans l'air. Quand vous allez dans un endroit où on vapote, ça sent pas le tabac froid, il n'y a pas les nitrosamines qui se forment secondairement. Et surtout, la cigarette électronique, au moment où vous aspirez, vous appuyez dessus pendant 2 secondes, ça marche, et puis après, ça s'arrête. On a vu tout à l'heure pour la cigarette, il y avait 5 milliards de particules quand on s'en servait pas et 1 milliard quand on s'en servait. Là, c'est zéro. Donc, alors après, il y a quelques confusions qui sont faites sur les particules. La cigarette électronique, c'est des gouttelettes et des gouttelettes qui s'évaporent. Et quelqu'un qui a une cigarette électronique qui, sur le lieu de travail, veut trafiquer un peu avec les règles et vapoter discrètement, il fait comme notre ancienne première ministre à l'Assemblée nationale. Elle prend sa cigarette électronique, elle aspire doucement, elle attend 5 secondes, et au bout de 5 secondes, toutes les gouttelettes se sont retransformées en gaz ou se sont collées aux parois, elle expire, il n'y a plus rien. Donc on peut faire ça, on peut aussi prendre le cigarette électronique, aspirer juste dans la bouche et puis recracher pour faire la grande fumée pour épater les copains. Mais on peut l'utiliser un petit peu comme on veut et on peut prendre des doses de nicotine qui sont les mêmes qu'avec la cigarette, mais les vapoteurs ne vapotent pas du tout comme les fumeurs. Les fumeurs, ils prennent 15 bouffées, ils s'arrêtent 45 minutes, 15 bouffées, 45 minutes, 15 bouffées, 45 minutes. La cigarette électronique, on prend 2-3 bouffées, on s'arrête 2-3 bouffées. Donc, au lieu d'avoir des pics de nicotine qui créent la dépendance, on a des petites oscillations au cours de la journée. Et ça, on l'avait décrit avec une étude qu'on avait fait avec cigarettes électroniques qui étaient connectées. On avait recueilli des fichiers sur 1 million de puffs. C'est-à-dire que le smartphone recueillait un peu les données et qui montre très bien qu'au début, les gens vapotent un petit peu comme la cigarette et puis au bout de quelques jours, ils vapotent le reste. On voit aussi que le samedi, il se couche plus tard, que le lundi, il se lève plus tôt et que le matin, il ne vapote pas pareil que le soir, etc. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces études sur des données massives qui font toujours référence d'ailleurs. Et vous parliez de sortir de l'addiction. Je serais très curieux qu'on commence à creuser sur le plaisir d'arrêter de fumer, comme vous l'avez dit, et les stratégies de sevrage. Est-ce que vous pourriez nous décrire, peut-être étape par étape, ce qui se passe avec vous lors d'une consultation d'un patient qui aimerait arrêter de fumer? Ce qui se passe en 2025 est très différent de ce qui se passait il y a 20 ans. Là, je suis intéressé par l'évolution aussi. Il y a 20 ans, on pensait que le fumeur, il voulait fumer, c'était lui qui décidait, il fallait le motiver. Les traitements d'arrêt étaient indiqués chez des gens motivés à l'arrêt du tabac, alors que les traitements, ils marchent beaucoup mieux chez les gens pas motivés du tout à l'arrêt du tabac. Et comme les traitements des cancers, ils peuvent être utilisés chez des gens motivés à traiter leur cancer, mais ils peuvent être utilisés aussi bien sur des gens pas motivés. Après, le malade peut toujours dire non, je ne veux pas de votre traitement efficace, mais on peut le faire. Et après, donc, depuis qu'on a la cigarette, j'avais déjà évolué dans ce sens-là, mais depuis 2012-2013 qu'il y a la cigarette électronique, j'ai vu que les gens avaient très plaisir à s'arrêter. La première fois que j'ai vraiment réalisé ça, il y avait France 2, ou je ne sais plus, Antenne 2, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, qui voulait tourner un truc sur la cigarette électronique. Et j'avais justement quelqu'un sur le lieu de travail qui travaillait à un bureau. Son voisin vapotait tout le temps. Et là, elle n'avait pas. Elle disait que ça la rendait malade. Donc, elle a dit, OK, vous venez à l'hôpital avec la VAM du copain et on va reproduire ça au laboratoire pour regarder la résistance du nerf et ce qui se passe. On est arrivé à l'hôpital, on a cherché quelqu'un, c'était un truc bien concentré en nicotine. On s'est dit, on va quand même trouver un fumeur. On a eu un peu de mal, mais on a trouvé la secrétaire du laboratoire qui fumait vraiment beaucoup. Elle a pris le truc, elle a dit, avant d'y aller, je vais essayer dans le couloir. Elle a pris le truc, elle a aspiré, elle a dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là, je le veux. À la seconde. Et après, elle a soufflé dans la tête de la personne qui a un petit peu toussé, mais ça a été. Mais après, elle a arrêté. Une seconde avant, elle ne voulait pas arrêter. Une seconde après, elle voulait arrêter. Et c'est le produit le plus utilisé en France, d'après les données de Santé publique France, pour arrêter de fumer, à mon grand regret, parce que moi, je pense qu'une maladie qui a une chance sur 2 de vous tuer, ça devrait être les médecins, le corps de santé, etc., devraient prendre ça en charge. Mais là, on laisse ça un peu avec négligence. Même l'agence de médicaments pour les produits d'arrêt du tabac, d'abord, maintenant, c'est la sécurité sanitaire de médicaments. L'efficacité, on s'en fiche un peu, on veut juste que ça passe pas de mal. Mais on vous vend des patchs, par exemple, où il y a marqué 21 mg, qui délivrent presque 50% de plus et même plus de nicotine que d'autres patchs où il y a marqué 21 mg. Alors que quand c'est les traitements pour la thyroïde, avec 2%, on vous fait un scandale sanitaire.
Donc les fumeurs considèrent que sont mal considérés par les autorités de santé. Les recommandations qui sont faites sur les fumeurs font comme si le tabac ne tuait pas, si le tabac était une mauvaise habitude et si c'était un problème d'esthétique, de cheveux, où je comprends qu'on le fasse. À partir du moment où quelque chose a une chance sur deux de vous tuer, on peut faire des traitements qui ne tuent pas. Et la France a quand même pas mal évolué là-dessus. Hein. Tous les substituts nicotiniques en France sont remboursés. C'est le seul pays au monde. Hein. Il n'y a aucun pays où c'est ça. Et même quand ce n'est pas remboursé, une boîte de patch, ça coûte 25-28 euros. Si vous allez en Belgique, ça coûte 60 euros. Si en Allemagne, ça coûte 100 euros. Donc, tous les Français vont acheter leurs cigarettes en Belgique. Et les Belges viennent acheter leurs produits pour arrêter de fumer en France. Parce que même sans sécu, même sans remboursement, c'est beaucoup moins cher. Et ça aide quand même beaucoup pour l'arrêt du tabac. Et c'est un signe que ça va fort. Donc là, je suis au milieu de votre réponse. Oui. Et la fin de l'arrêt de la question. La fin de la question, pour que je finisse. Non, du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'est... Je voir comprends comment pas, je fais, là. oui, mais comment vous faites, Voilà. comment vous Alors, accueillez le patient, quelle est la ok. discussion et comment vous Voilà. créez le protocole? Alors, pour voir le patient, là, j'ai appris, parce que depuis, là, je suis retraité pneumologue depuis à 70 ans, on met les docteurs à la porte de l'hôpital parce qu'ils sont trop vieux. Et donc, je travaille dans un centre de santé. Et là, j'ai appris à écouter les patients. Et en écoutant les patients, on s'instruit beaucoup. Et tout ce que je sais, en particulier sur la vape, j'avais commencé à ouvrir la consultation sur la vape à la Pitié, quand j'étais à la Pitié, où là, c'était une consultation pour le personnel, les médecins et infirmières. Je leur disais tous, j'ai marqué vape, j'y connais rien. Par contre, je suis en train de faire un rapport pour la ministre. Donc, dites-moi tout, apprenez-moi tout. Et les gens sont ravis d'éduquer les docteurs. Et ils sont experts. Et pour quelqu'un qui a un problème, d'avoir le médecin qui vous dit je vous écoute, vous allez m'instruire, ils sont ravis. Et ils sont toujours ravis. Dès qu'il y a des gens un peu bizarres, je leur dis c'est bien, vous allez m'apprendre. Et donc, ils sont tout à fait contents. Et donc, la vape est un moyen efficace. Et j'ai appris aussi que le plaisir d'arrêter était tout à fait important. Par exemple, maintenant, pour les substituts nicotiniques en comprimé, il y a des petites pastilles sur la langue qui picotent, il y a des comprimés à sucer, il y a des gommes, il y a des goûts citron, fruits rouges, parfum, etc. Avant, je m'en fichais un peu. Maintenant, j'y vais carrément. Je mets différents goûts. Je leur dis de goûter 3 formes au moins pour voir la meilleure. Et quand on a une qu'ils aiment, ils l'apprennent bien. Sinon, ils ne l'apprennent pas. Hein. Sur les essais, c'est très clair. Quand quelqu'un n'aime pas le médicament, il ne le prend pas. Hein. C'est tout. Alors, on peut dire que c'est pas bien tout ce qu'on veut. Mais comme je traite des êtres humains, il faut mieux tenir compte de ce qu'est l'humanité. Et voilà. Et donc, maintenant, quand quelqu'un arrive, d'abord, tous les 80% des fumeurs m'expliquent qu'ils fument parce que c'est leur personnalité, c'est leur truc, c'est leur machin, etc. Je leur dis oui, peut-être. Alors, il y a ceux qui ne fument pas le matin ou pas tous les jours, c'est souvent vrai. Mais tous ceux qui fument dans l'heure du lever le matin, ce qui est quand même 90% des cigarettes fumées, ou 95%, sont fumées par des gens qui sont des drogués à la nicotine. Je leur dis peut-être que vous avez raison, peut-être que vous n'avez pas raison, et qu'effectivement, il y a une dépendance psychologique, comportementale, il y a la nicotine, mais les deux sont mélangés. Hein. Si vous allez, par exemple, dans une boulangerie et que la boulangère est gentille, les croissants, ils croustillent et que ça sent bon le croissant, si vous avez faim, vous allez rentrer, vous allez acheter un croissant, vous allez le manger. Si vous passez dans la même boulangerie, que vous venez de faire le repas du siècle, que vous avez le ventre tendu tellement de repas, vous allez traverser le trottoir, ça va vous dégoûter, ça va vous donner la nausée de les voir. Donc, le même stimulus psychologique, en fonction du manque, fait ça. Et je leur dis, je pense que vous ne savez pas pourquoi vous fumez. Moi, je ne sais pas pourquoi vous fumez, mais on va découvrir en une semaine pourquoi vous fumez. Et à la fin de la semaine, je répondrai, c'est peut-être vous qui avez raison, c'est peut-être moi qui avais raison. Mais je leur dis qu'au pif, c'est quand même qu'ils fumeront quand même 2 fois moins avec ce que je pense, et qu'il y a une grosse partie de dépendance physique à nicotine. Alors ils disent, j'ai déjà mis des patchs, ça ne marche pas. Quelqu'un qui me dit, j'ai déjà mis un patch à 21 mg, ça ne marche pas. Je dis, chic. Ça veut dire que vous n'avez juste pas la bonne dose, mais que ça va bien marcher. Parce que quelqu'un qui a pas qui vomit avec un patch à 21 mg, c'est autre chose, ou qui a des allergies cutanées, c'est une chose, mais quelqu'un chez qui ça ne marche pas, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a juste besoin d'avoir la bonne dose de nicotine, adaptée au nombre de récepteurs. Est-ce qu'il a 10 récepteurs? Est-ce qu'il en a 100? Est-ce qu'il en a 1000? Personne ne le sait. Par ailleurs, on ne sait pas le nombre de cigarettes, on ne sait pas du tout la quantité de nicotine que libère une cigarette. Dans une cigarette, il y a 12 mg de nicotine, mais le fumeur, si on prend les données des cigarettiers qui ont la norme 3308, qui est la norme un petit peu comme pour les voitures Volkswagen, pour le diesel, ça dit que ça donne au maximum 1 mg en Europe, c'est vrai.
C'est bien mesuré, donc c'est intéressant comme norme industrielle, mais maintenant, c'est même plus permis de le mettre sur les paquets tellement c'est trompeur. Et par contre, les fumeurs, ils prennent entre 1 et 6. Donc quelqu'un qui fume 20 cigarettes, peut-être qu'il prend 20 mg de nicotine, peut-être qu'il en prend 120. Et quand vous Et dites moi, je ne le sais c'est pas. en termes d'assimilation? Il a dans son corps 120 mg. Parce Oui. qu'après, moi, je vais remplacer ça par la nicotine non fumée. Je vais regarder combien il faut que j'en mette pour le faire. Et donc, j'explique aux fumeurs que je ne sais pas du tout combien faire. Parce qu'il y a des magiciens dans les boutiques de vape qui disent vous avez 6 cigarettes, il faut mettre 6 mg, 12 mg, 12 cigarettes. Ça, c'est du n'importe quoi. Il faut toujours mettre la concentration maximum pour la vape, ce qui va diminuer le volume. Parce que ce qui compte, c'est le nombre de milligrammes dans la journée, ce n'est pas à cet instant. Toutes les cigarettes légères et tout ça, ça ne marche absolument pas parce qu'on tire plus dessus. Parce que le fumeur, ce qu'il veut, c'est combler tous ses récepteurs nicotiniques. Et s'il n'y en a pas, il fera autrement. Et quand il était 2 heures au cinéma, par exemple, qu'il n'a pas pu fumer pendant 2 heures, en sortant, il met les 2 mains sur le fil pour bien boucher tous les petits trous du filtre, en fait, parce que les fils, c'est les aérateurs. Il prend... Il attend 5 secondes et il expire, il prend 5 fois plus de nicotine. Donc le corps du fumeur, même, et ça se fait sans penser, sans marcher, c'est aussi naturel pour le fumeur de prendre la bonne dose de nicotine que quand il veut d'un point A à point B, mettre jambe droite, jambe gauche, et ça se passe très bien. Donc je leur dis, comme on ne sait pas, ce qu'on va faire pendant une semaine, on ne va pas du tout s'occuper de la psychologie. Je vous fais une ordonnance et sur l'ordonnance, je mets fumer autant que vous voulez, faites aucun effort pour fumer moins. Donc c'est clair. Je leur dis qu'il est interdit de faire le moindre effort parce que moi, je veux savoir que vous observiez votre corps et voyez votre corps quand vous le laissez libre, comment il se comporte. Et donc, je leur dis, vous fumez comme vous voulez. Puis alors, le premier jour, je leur mets un patch, par exemple. Et je leur dis, si vous fumez plus que 10 cigarettes, vous mettez 2 patchs. Plus que 5 cigarettes, vous mettez 2 patchs et demi, etc. Ils montent. Alors, je laisse monter jusqu'à 3-4 patchs la première fois. En général, 3 patchs pour les petits fumeurs. Les gros, je mets directement 4 patchs. Je leur mets des formes orales en disant, goûtez différentes formes orales pour les faire. C'est la Sécu qui paye, c'est pas cher. Et à la Sécu, de payer 3 formes orales, ça lui coûte le millième du prix d'une journée en réa cardiaque. Donc, c'est tout bénef pour la Sécu. Et puis, je leur mets donc les différentes comprimés et je leur dis que s'ils veulent, ils peuvent vapoter ou pas. Et je leur donne des conseils pour le vapotage. Alors, comme conseil sur l'ordonnance, la vape n'est pas un médicament aujourd'hui dans aucun pays. Mais on donne des conseils pour le vapotage et ça se passe bien. Et donc, cette première semaine, on leur fait ça et je leur dis de relire l'ordonnance dans 2 jours parce qu'en général, je fais ça surtout en visio, les consultations. Les gens ont oublié, quand vous parlez une demi-heure à quelqu'un, il a oublié la moitié de ce qu'on a dit. Mais c'est normal. Je leur dis que c'est normal qu'ils aient oublié. Relisez l'ordonnance. Il y a mon portable en bas. S'ils n'ont pas compris, ils peuvent m'envoyer un SMS. Et puis, je les revois la semaine d'après. Là, je leur dis que la semaine prochaine, ils fumeront 2 fois moins. Et ils fument 2 fois moins. C'est extraordinaire, docteur. Je fume 2 fois moins ou 3 fois moins. Alors, il y en a toujours qui font des efforts en disant « Oui, en plus, j'ai réussi, j'ai lutté contre ça. » Je les engueule. Parce que s'ils font à la fois trouver la bonne dose de nicotine, donc la dose de nicotine qu'il faut pour mettre les récepteurs à la niche, en fait. C'est ça, c'est... Alors, même ma femme m'attrape quand je dis ça, parce que les choses, ce pas des animaux, mais c'est ça, ils ont des récepteurs qui sont là, il faut mettre la bonne quantité, qu'ils aillent à la niche. S'ils en ont trop, ils vont être un peu les nausées, la bouche poteuse. S'ils en ont pas assez, ils vont aboyer. Donc, il faut qu'ils aillent à la niche en ayant bien fumé. Et une fois qu'ils ont trouvé la bonne dose, ça va bien. Et donc, ils diminuent beaucoup leurs cigarettes. Après, je leur dis surtout de fumer quand ils ont envie de fumer. Ils allument leur cigarette. Si la cigarette est bonne jusqu'au bout, c'est obligatoirement qu'il n'y a pas de saturation des récepteurs, parce que quand on a la saturation des récepteurs, on peut fumer la moitié de la cigarette, après elle est plus bonne. Alors je leur dis de vérifier au milieu si elle est bonne et d'éviter d'être trop alcoolisé, parce que quand on est trop alcoolisé, là, le signal d'en prendre trop, enfin c'est pas grave, mais beaucoup de fumeurs, en soirée, ils fument beaucoup plus, et après ils ont mal à la tête, ils ne savent pas très bien pourquoi ils ont mal à la tête. Mais c'est un mélange des deux. Et en tout cas, le danger pour un fumeur, il est nul. La nicotine est 1000 fois moins dangereuse pour un fumeur que pour un pas-fumeur. Si vous laissez un patch à un enfant ou vous laissez tomber dans une piscine et que ça se colle sur la peau de l'enfant, il vomit. On a des histoires de couples où un fumait, l'autre pas fumait, et il y avait un patch la nuit et la dame se réveille en vomissant le matin. C'est juste le patch du mari qui avait changé de peau et c'est pas bien pour la santé. Voilà. Et donc, avec ça, ils fument 2 fois moins. Après, soit on est à moins vers 5 cigarettes et on commence à analyser les cigarettes, soit on est encore à une dizaine de cigarettes et là, on va refaire une semaine.
pour arriver à moins de cigarettes. Et là, à moins de cigarettes, on arrive à analyser pourquoi ils fument les dernières. La plus exigeante, c'est toujours celle du matin, parce que la nuit, la nicotine, et même si on a un patch la nuit, le patch, il crache 2 fois moins de nicotine le matin. Et en général, en fin de matinée, il n'y en a plus, parce que quand vous mettez un patch le matin, il monte en 1 heure et demie, puis entre 2 heures et 5 heures après, on est au maximum de la dose. En fin de journée, ça commence à diminuer, et puis on revient du boulot, ouf, on a bien travaillé, on se détend, on prend son verre, et on fait ça. Donc on voit un petit peu chacune. Et là, on va sur ces cigarettes, une par une, leur apprendre à enlever d'abord les moins indispensables, à ne pas allumer toutes celles qui ne sont pas bonnes. Et puis en 3 semaines, l'immense majorité des gens ne fument pas. L'avantage d'être gentil, de demander au cerveau d'être bienveillant avec son corps et gentil avec son corps, d'abord, c'est bon pour la santé, parce que les gens sont méchants avec eux-mêmes, que ce soit pour le poids, sur la longueur du nez, la taille des dents ou n'importe quoi, les gens se trouvent nuls et tout ça. Donc je leur explique tous qu'ils sont formidables et que ceux qui disent qu'ils ne sont pas formidables, c'est des menteurs. Et je leur apprends à s'observer eux-mêmes. Donc il y en a qui aiment bien noter sur les petits papiers. Des fois, j'ai des tableaux Excel avec chaque truc, etc. Ça va être égal, mais c'est qu'ils portent attention à comment marche son corps. Et quand on a appris comment marche son corps, qu'après on modifie quelque chose dans l'ordre du truc, et qu'on voit que quand on regarde comment marche son corps et qu'on modifie un paramètre, mais son corps, il ne marche plus après. Et ça fait, comme on dit, et le docteur, il a peut-être raison, ça éduque un peu les gens pour d'autres choses. Si on est, un des éléments que je surveille, c'est le poids, la balance à chaque fois. Quelqu'un qui prend du poids entre la première et la deuxième consultation, c'est quelqu'un qui a fait un effort, point. Ou une femme enceinte éventuellement. Mais en dehors de la grossesse, c'est qu'on a fait des efforts. Donc il ne faut pas faire des... Si on prend du poids en arrêtant de fumer, c'est qu'on demande à son cerveau intelligent de lutter contre son corps pour lui dire « t'en auras pas, tu vas aller à la niche, mais je vais t'engueuler, c'est pas parce que je t'ai donné à quoi manger ». Et donc ça, on arrive aussi à corriger le plus souvent pour le faire. Alors après, il y a un problème avec ceux qui prennent du cannabis, qui est une cause quand même nombreuse d'échecs, parce qu'avant, le cannabis, c'était les gamins qui prenaient du cannabis pour déconner. Maintenant, il y a beaucoup d'adultes qui le prennent pour dormir, pour être calme le soir, etc. Et qui sont livrés par Uber. Et donc, les fumeurs de cannabis, ils prennent du cannabis avec du tabac. Je leur explique d'abord que fumer 4 joints, c'est fumer 4 clopes, en plus des clopes qu'ils fument par ailleurs. Et je leur explique comme que le cannabis, on verra plus tard, mais d'abord qu'il ne faut pas prendre de cannabis avec du tabac. Donc le cannabis, on peut le prendre soit avec des plantes à fumer, qui sont parfaitement légales en France, qui sont inscrits dans le code de la santé publique. Quand vous allez dans un coffee shop à Amsterdam, ils vous vendent du cannabis, ils ne vous vendent pas de tabac parce que c'est dangereux, mais ils vous donnent un mélange de 8 plantes qu'on peut trouver. Vous allez sur Internet, même sur Amazon, j'ai vu qu'on pouvait les avoir. Et il y a ceux qui s'enregistrent légalement auprès des autorités françaises, c'est marqué plantes à fumer, etc. Il y en a qui vous envoient un truc, c'est marqué plante à tisane, mais c'est les mêmes. Mais ils n'ont pas fait la déclaration, ils n'ont pas voulu payer l'enregistrement. En tout cas, il n'y a pas de danger. Donc ça, c'est un moyen de prendre du cannabis. Sinon, en 68, on avait de la bonne herbe qui brûlait bien. Maintenant, c'est plus compliqué. Sinon, il y a aussi des appareils qui permettent de vaporiser le cannabis, c'est-à-dire qui chauffent. Ce n'est pas des cigarettes électroniques, c'est d'autres produits qui permettent de chauffer le cannabis, de le prendre. Il y a des gros vulcanos aussi pour le faire. Et puis après, il y a le cannabis mangé, autre chose. Parce que dans les pays où le cannabis est légal, il n'y a plus de joint. C'est moins de 10%. Le joint, c'est la façon la plus dangereuse de prendre le cannabis. Mais la résine, c'est la façon la plus simple de contourner les douanes et la prohibition. C'est pour ça que, voilà, faut voir comment on fait les choses. Mais en tout cas, en leur apprenant comment prendre le cannabis, la plupart fument 2 fois moins de joints. Et puis, auprès de 3 mois, ils arrêtent les joints. Les adultes, ils arrêtent et ils prennent autre chose. Donc, ça se fait calmement parce que le cannabis, c'est beaucoup moins addictif et on n'est pas addict à la substance cannabis, au THC, on est addict plutôt à l'effet que ça a. On le prend pour l'effet. Alors que le tabac, la maladie, c'est de prendre la substance, que mon corps veut la substance pour des raisons à la con, alors que le cannabis, c'est pour avoir un effet, mais ça se passe le plus souvent bien.
Et j'ai travaillé pendant quelques années à Marmottan, là où il y a des polyconsommateurs, beaucoup de crackers et tout ça. Et ça marche pareil, hein. C'est-à-dire qu'en m'occupant du tabac, je les aidais un peu pour le cannabis. Et puis ils apprenaient à se contrôler pour le crack et les autres trucs. Alors, moi, je m'occupais juste de la partie tabac. Et au bout de 3 mois et demi, ça a disparu. Alors que la méthadone me restait dépendant pour des années. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu les mêmes principes. Et l'effet massif que j'ai eu en arrivant à l'hôpital Marmottan, c'est l'arrêt avec des cigarettes électroniques. On distribuait les cigarettes. On avait acheté des milliers de cigarettes électroniques. On distribuait gratos aux malades. Et il y a toujours 2-3 du personnel qui venaient. Et on avait des séances dans la salle de thé, comme ils disent. On était une dizaine. Et il y avait la moitié des... Et le fait que les personnels sont arrêtés avec les patients, d'abord, le personnel qui fumaient tous avant et qui vapotaient tous après, ils savent bien comment, tous les petits problèmes techniques des machines, comment les aider, ou ça de façon positive. Et ça accompagne de façon très, très efficace. Donc, les gens, donc je leur explique que sans nicotine, ils ne sont pas bien, qu'eux, ils ont besoin de leur dose de nicotine, que quand ils se réveillent le matin, ils sont en hyponicotinémie, comme quelqu'un qui a besoin d'avoir 1 gramme de sucre, si on se réveille avec 0,5 de sucre, on est en hypoglycémie, et qui prennent leur cigarette, 1 bouffée, 2 bouffées, 3 bouffées, 4 bouffées, 5 bouffées, ils se sentent mieux, et ils continuent, et à la fin, ils dépassent le plafond, et ils font des pics de nicotine, et ils en créent d'autres, comme s'ils se grattaient. Quand on se gratte, si on se gratte, ça gratte, il n'y a pas de souci. Si on se caresse, ça marche, et ça, ils comprennent très bien quand on leur explique ça, parce que c'est quand même bizarre pour quelqu'un de dire « Vous êtes malade à cause de la nicotine, je vous donne comme traitement de la nicotine. » C'est pas évident, mais sur la joue, la main sur la joue, avec la vitesse et la façon de représenter, c'est les mêmes outils, mais ça n'a pas le même effet psychologique et même physique l'un et l'autre. Et après, je leur dis, dès que c'est complètement saturé, c'est plus une cigarette, parce que chaque cigarette va réveiller la dépendance, et on va après observer ce qui se passe. Donc pendant 1 mois, on ne bouge pas, sauf si on a trop, on diminue un petit peu. Et puis après, on va voir quels sont les besoins de nicotine tous les jours. Et ça, on additionne le nombre de comprimés. S'il y a 3 comprimés à 5, plus 2 patchs à 21, plus 3 millilitres de liquide à 20 mg par millilitre, j'ai mon petit tableau, je fais mon addition. Je leur dis, vous avez besoin de 180 mg de nicotine, et si tout va bien, dans 1 mois, vous aurez besoin de 120, et dans 2 mois de 60, et dans 3 mois de 0. En sachant que ça marche le plus souvent, mais il y en a qui restent dépendants. La persistance de la dépendance, c'est un phénomène qui n'est pas du tout étudié. Moi, je dis que c'est les gènes, mais je n'en sais rien, que c'est les chromosomes hérités de papa-maman. Parce que dès que j'ai des gens qui restent dépendants, j'essaie de voir s'il y a des fumeurs dans la famille, s'ils ont du mal à s'arrêter. Ça marche en un temps, mais surtout, quand je fais raconter aux gens leur précédente tentative d'arrêt, quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer, qui a arrêté 6 mois, et puis qui après 3 mois n'avait plus du tout envie de fumer, restait sans fumer, celui-là, je suis sûr qu'il n'avait plus de récepteur nicotinique. Celui qui avait pris une vape et puis qui prenait du 20 mg par minute, puis à la fin, il prenait du 3, c'est sûr aussi, c'est la même chose. Par contre, celui qui a croqué des gommes Nicorette pendant 3 ans et qui continue à croquer la boîte par jour, celui-là, c'est sûr qu'il reste dépendant. Et pour ça, on avait un médicament qui aidait un petit peu, 1 fois sur 2, qui était la varenicline, qui a disparu depuis 3 ans, là encore, parce que le brevet arrivait enfin, le laboratoire s'en fichait. Il y a une autorité qui a décidé que la quantité de nitrovarenicline libérée avait, si on en prenait pendant 72 ans, avait une chance sur 1 million de donner un cancer. Et donc, on a fermé la boutique. Puis là, la boutique est en train de se rouvrir parce qu'ils ont juste changé la norme pour dire que c'est bien, mais les parachutes, c'est dangereux, mais quand l'avion tombe, il vaut mieux en avoir. Il faut mieux tirer dessus quand même. Et du coup, sur le nombre de récepteurs de nicotine qu'on a, il n'y a qu'une approche empirique par... mais c'est une certitude absolue, ça. Il n'y a pas d'autres moyens de mesurer. On ne pourrait pas avoir une approche... mélanger ça dans tous les sens, je n'arrive pas. Mais ça, après, quand je mesure la quantité, là, quand j'étais à l'hôpital, je mesurais un peu combien il y avait de nicotine dans les urines, ou enfin de métaboliser la nicotine dans les urines. Et maintenant, juste en faisant parler des gens, mes fumeurs, ce n'est pas des menteurs, parce que d'abord, je leur dis que ce n'est pas un problème, ils peuvent mentir s'ils disent qu'ils mentent.
Et ça marche de façon très bien. Et c'est toujours vraiment l'idée. À ceux qui, au bout d'un mois et demi, ont diminué de moitié, je suis sûr qu'à 3 mois, ils s'arrêtent. Alors, il y en a plutôt 5-6 mois. Puis, il y en a qui restent dépendants un peu plus longtemps. Et là, c'est un peu plus compliqué parce j'attends le retour de la varénicline pour essayer de faire ça. Mais là, la varénicline, encore, elle est revenue. Elle est faite. Il y a des laboratoires, le laboratoire initial et 2 laboratoires qu'on peut poser pour les génériques, c'est l'Agence du médicament et tout le monde s'en fiche parce que l'arrêt du tabac, l'arrêt des nicotines, c'est pas une maladie intéressante et il ne faut pas se casser la tête pour ça. C'est un scandale sanitaire pour moi considérable, mais je suis le seul à le dire, mais on dirait qu'il va faire bouger. Pourquoi vous pensez que vous êtes le seul à le dire et que ce n'est pas un sujet plus important et qui est... Bah, il y a des gens j'ai beaucoup de collègues qui pensent que la cigarette électronique est un produit très dangereux, etc., que pour les enfants, etc., que ça peut être dangereux, alors que tout est faux. La cigarette électronique est un produit qui est infiniment moins dangereux que la cigarette. Pour les enfants, un enfant qui commence par la cigarette électronique a moins de chances de devenir fumeur que d'être fumeur 1 an après régulier. La plupart des jeunes qui prennent la cigarette électronique l'essayent et ne l'utilisent pas. Il y a plus d'ex-vapoteurs par rapport au nombre de vapoteurs en Europe et en France, selon les données européennes. Il y a plutôt plus de fumeurs que d'ex-fumeurs. C'est-à-dire qu'on quitte plus la cigarette électronique que le reste. Et la catastrophique épidémie de cigarettes électroniques aux USA a conduit avec... l'ajout, les premières pages des journaux absolument catastrophiques, il n'y a plus que 1,5% des élèves de 18 ans qui ont fumé une cigarette au moins dans le mois. Donc, d'abord, quelque chose de catastrophique qui fait qu'il n'y a plus de fumeurs chez les enfants. Et même en France, on a un effondrement du taux. Sur les années d'il y a 2 ans, il y a 3 fois moins de fumeurs pour l'enquête Escapade, qui est l'enquête qui est faite le jour de l'appel, journée d'appel à la citoyenneté, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Et ça diminue, et si on fait la courbe, on va arriver à ce que déclarait Marisol Touraine à l'époque, les jeunes qui ont commencé à fumer ne seront plus fumeurs, enfin, qui avaient 18 ans à l'époque qui naissaient au moment où elle a déclaré ça, ne seraient pas fumeurs en 2032. Et je pense qu'en 2032, on aura moins de 5% de fumeurs chez les terminales. Et ça, je suis très optimiste, alors que les courbes chez les adultes, c'est moins bon. Mais les courbes chez les adultes, pour les faire baisser, il faut travailler sur l'arrêt du tabac et mettre l'arrêt du tabac comme une priorité et pas comme quelque chose de bien. Et vous travaillez dans des mutuelles, le tabac coûte très cher à la Sécu, un fumeur coûte plus cher à la Sécu qu'un non-fumeur par année. Mais comme il vit 10 ou 20 ans de moins, sur la vie, il vit moins. Mais si on est une mutuelle et qu'on a les cotisations, même après la retraite, pour une mutuelle, ça fait 10% de bénéfices si vous gardez les mêmes clients toute votre vie, de le faire ça. Donc pour la Sécu, on peut discuter parce qu'après, on paye moins de cotisations qu'on a retraité, on commence à en payer pas mal. Mais pour une mutuelle, c'est rentable, entre guillemets, de faire des opérations, si on a une vision à long terme, pour que les gens ne fument pas. Et ces opérations pourraient être considérables, efficaces. Et voilà, j'encourage des gens qui ont des liens avec les mutuelles, je ne sais pas, ça mène dans la salle, et à s'intéresser au problème. Et je suis hyper intéressé là-dessus. Comment vous pousseriez ça à l'échelle? Est-ce qu'il y a des programmes digitaux à construire? Comment vous réfléchiriez pour vraiment lutter de manière active? Il faut d'abord changer l'image du tabac dans la société. Le tabac, pour l'instant, le tabac, ça pollue, le tabac, c'est pas bien, on restreint les endroits où on fume, et ça, c'est tout à fait efficace. Le fait qu'il y ait moins d'endroits pour fumer, quelqu'un qui arrête, il a beaucoup moins de chances pour le faire. En revanche, pour prendre en charge les fumeurs, et surtout les fumeurs pour 95% des cigarettes qui sont fumées par des fumeurs qui sont indépendants, il faut les aider, les accompagner, mais arrêter de leur dire que c'est de leur faute, qu'ils sont méchants et qu'il faut de la volonté, etc. Donc, moi, je suis tout à fait favorable au bilan de tabac, entre guillemets. Et ce que je vais faire quand quelqu'un ne veut pas venir ou veut m'envoyer sa femme et tout ça, mais je lui dis, mais vous prenez un rendez-vous, vous lui dites, c'est pas pour arrêter, c'est juste pour comprendre comment ça marche, et éventuellement, si on peut réduire l'envie de fumer, mais il sera obligé de fumer tant qu'il veut. Et ça marche pas mal quand même. Et après, parce que pour les conjoints aussi, les conjoints donnent des conseils stupides. Ils fument, que ce soit monsieur ou madame, ça marche dans les deux sens. Celui qui ne fume pas, il n'arrive pas à comprendre que son conjoint, qu'il aime et qui a un cerveau, il fume. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible.
et lui donne des conseils en permanence, en permanence, en permanence. Et maintenant, j'ai un petit mot sur une feuille blanche, encadrée en noir. Si vous voulez hériter de Madame Machin ou souhaitez sa mort, continuez à lui donner des conseils. Si vous laissez-la gérer, dans 3 semaines, elle ne fumera plus. Et puis, ça se passe bien. Et les gens affichent ça sur leur frigidaire. Ça m'arrête de les embêter. Les gens voient bien parce que vis-à-vis du fumeur dépendant, son entourage non-fumeur ne comprend rien. Et alors, sauf il y a le tonton qui dit « moi j'ai arrêté tout seul, sans un coup de tête, etc. » Ce qui peut arriver aussi, il y a des gens qui arrêtent après un accident, pas après un truc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dépendants, qui reprennent comme ça. Et le jour où tous les gens dépendants ne fumeront plus, il n'y aura presque plus de cigarettes, donc il n'y aura plus de cigarettes en soirée, donc c'est plus facile de... C'est un cercle vertueux. ensemble. Mais pour l'instant, le succès est assez bon depuis... Alors moi je dis que c'est depuis qu'il y a la vape, mais je me fais engueuler si c'est ça. Mais depuis que l'arrêt du tabac est un plaisir, et doit être un plaisir, manifeste ça, et qu'on fait attention aux fumeurs, on est gentil avec eux. Et par contre, ça marche bien chez les jeunes pour ne pas commencer, pour ne pas s'initier, pour ne pas être dépendant. Sur les adultes, les courbes sont beaucoup moins bonnes. On a une descente nette chez les moins de 25 ans du tabagisme. On a une micro-descente chez les plus âgés, avec une énorme différence entre les plus précaires et les moins précaires. Les bacs plus fument 2 fois moins que les bacs moins. Vous disiez que la grande majorité des gens s'arrêtent au bout de quelques semaines, 3 mois et demi, je crois, si j'ai bien... Non. Les gens passent de la dépendance à la cigarette à la dépendance à la nicotine. Et restant dépendant à la nicotine, chez 85% des gens, cette dépendance s'éteint toute seule, c'est tout. Ouais. Si on prend bien ces trucs, alors ceux qui ont le cigare électronique, je leur dis d'en avoir 2, d'avoir 2 chargeurs, de ne pas casser le truc, d'avoir des... Si jamais, je leur dis combien il faut, si vous les cassez complètement, combien vous laissez de patch dans la pochette de la voiture, dans votre sac à main, etc. Parce que la panne de substitut nicotinique ou de truc est une cause majeure de reprise. Donc, il faut vraiment qu'ils aient leur nicotine. Une fois qu'ils ont arrêté, je leur apprends, je leur dis que pendant 1 an, ils sont au risque de rechute, qu'ils ont une chance sur 2 de récidiver dans l'année s'ils ne font pas attention. Et je leur dis que vous sortez jamais sans votre extincteur. Si vous allez quelque part, si vous pensez qu'il y a un grand risque de fumer, parce que c'est le mariage du cousin, etc., vous prenez de la nicotine avant de rentrer et pendant que vous êtes rentré. Si jamais vous avez fumé une cigarette, là, vous prenez de la nicotine pendant 1 semaine. Et puis, vous envoyez, je leur dis qu'un petit coup d'extincteur tout de suite, c'est plus efficace. Sinon, 10 jours après, c'est le Canadair. L'incendie est déclaré, c'est beaucoup plus dur à arrêter et le faire. Et de savoir comment le faire. Par contre, je les encourage à sortir, à aller en soirée, à s'amuser, à rigoler. À faire autre chose. Mais c'est des périodes quand même assez longues d'1 an pour les risques. C'est 1 an, on réduit les risques, mais un fumeur ne deviendra jamais un non-fumeur. C'est-à-dire que les récepteurs nicotiniques qui étaient en surface de la cellule, ils se mettent un petit peu comme des virus dans un ordinateur en quarantaine, mais si vous refumez 20 ans après, vous reprenez quasiment toujours la même consommation que vous aviez 20 ans avant. D'accord. Donc il y a la mémoire est là. Donc, un fumeur qui a fumé le matin est un fumeur qui ne fume pas. C'est comme un buveur qui a bu tous les jours au petit déjeuner. S'il arrête de boire, c'est un buveur qui ne boit pas, ce n'est pas un non-buveur. Quelqu'un qui saoulait seulement le week-end et puis qui ne peut pas dans la... Oui, quelqu'un qui ne fume pas tous les jours, qui a des longues périodes sans fumer, qui fume juste quand il se fait larguer ou qu'il a gagné au loto, ça va, mais ça, il n'est pas forcément dépendant, mais c'est quand même très peu de cigarettes. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps après l'arrêt du tabac? À quel point le corps se régénère-t-il? Est-ce qu'on peut rattraper les années de vie en bonne santé ou pas? Comment ça se passe et qu'est-ce qui est étudié? Alors, sur les chances de mourir, c'est très clair. Si vous fumez toute votre vie, vous perdez moins de années de vie si vous êtes une femme. Si vous arrêtez de fumer à 35 ans, vous perdez 2 années de vie au lieu de 22. Et même à 55 ans, vous en perdez moins. Et il y a une étude japonaise, même si vous arrêtez à 85 ans, vous avez plus de chances d'être centenaire. Donc, il y a toujours un bénéfice sur la vie. En revanche, le risque, il arrête de s'aggraver, mais il n'augmente pas pour la plupart des risques. Alors, la seule chose qui s'améliore tout de suite et immédiatement, c'est le monoxyde de carbone. Quand vous fumez, c'est une combustion incomplète. Si vous mettez la fumée de cigarette dans un contrôle anti-pollution de voiture à la place d'un pot d'échappement, vous avez un PV à tous les coups, parce qu'il y a trop de monoxyde de carbone, trop d'air brûlé par rapport au CO2. Le rapport CO2 n'est pas adéquat pour un contrôle anti-pollution. Et voilà. Et donc, ça disparaît. Et le CO, ça va se fixer
dans le sang, sur l'hémoglobine du sang, ça va se fixer dans le cœur, dans les muscles périphériques. Et ça, c'est 5-10% de votre sang. Et le pire pour faire ça, c'est la chicha qui monte encore beaucoup plus les taux. Hein, on a des fois 15-20%. Hein, c'est-à-dire qu'une femme enceinte qui prend une chicha, si on lui fait une prise de sang, normalement, c'est une indication à la mettre immédiatement en caissant le barbare, hein, pour chasser l'oxygène, pour chasser le CO plus vite, parce que le CO s'accroche encore plus sur l'hémoglobine du fœtus que chez la maman. Donc, et ça s'améliore tout de suite et vous récupérez 5-10% de transport d'oxygène en plus. Il y en a des cyclistes qui prenaient de l'EPO pour augmenter le transport d'oxygène, ou il y en a toujours qui vont s'entraîner à 1800 mètres avant de faire les courses, tout ça. Ça, c'est pour augmenter de 3-4-5% de transport d'oxygène. Le fumeur, il ne fait pas du dopage, il fait du poussifage. Hein. Donc, et normalement, quelqu'un qui a fumé, moi je leur dis, je vais faire du sport. Je dis non, si vous fumez, vous attendez 3 heures pour faire du sport, que ça commence à baisser. Avant de faire du sport. Donc ça, c'est immédiat. Après, sur l'irritation des bronches, il y a des fois une petite aggravation parce que le tabac anesthésie les bronches et l'irrite. Et le côté anesthésiant disparaît très vite. Et donc, les bronches se retrouvent sans anesthésie de la fumée. Ils se disent, qu'est-ce que c'est ces cochonneries? Et ils se mettent à évacuer tous les crachats. C'est pour ça que les gens qui vont être opérés, on leur dit d'arrêter de fumer au moins 3 semaines avant l'opération pour ne pas cracher trop dans le tube de l'anesthésie s'il veut vous endormir. Et voilà, mais après, la muqueuse bronchique, hein, ça met quasiment 1 an à récupérer. Mais si vous prenez le risque d'emphysème, par exemple, d'atteinte du poumon périphérique, ce qui a été détruit, les alvéoles qui ont fusionné entre elles, qui font la grande alvéole, ça reste pareil, hein, il n'y a pas d'amélioration. Mais l'emphysème, c'est un vieillissement normal du poumon. Un non-fumeur a plus en plus d'emphysème, et quand on a 100 ans, tout le monde a un peu d'emphysème. Mais le fumeur, il perd 2 fois plus son souffle, donc il a un poumon qui vieillit 2 fois plus vite. Donc si vous avez 20 ans de tabagisme, pour rajouter 20 ans à l'âge de vos poumons, pour avoir l'âge de vos poumons, pour schématiser. Par contre, si vous arrêtez de fumer, vous retrouvez une courbe normale. C'est la même chose pour le risque de cancer pulmonaire. Le risque de cancer, il augmente, mais après de façon exponentielle avec l'âge. Si vous arrêtez de fumer, vous retrouvez la courbe normale, mais vous n'allez pas descendre le risque. Hein. Vous allez arrêter d'augmenter. Vous n'allez plus accélérer, mais vous allez quand même être plus vieux 20 ans après que 20 ans plus tôt. Sur le plan cardiovasculaire, donc le risque de thrombose, lui, a un deuxième risque qui régresse. C'est-à-dire que là, il y a sur les vaisseaux, en gros, le tabac fait 2 choses. D'une part, il favorise les plaques d'athérome comme le cholestérol et tout ça. Et deuxièmement, il thrombose les vaisseaux. Et la thrombose des vaisseaux, c'est par activation de la coagulation des plaquettes, etc. Et ça régresse en quelques semaines aussi. Donc, on a moins de chances de faire une thrombose quelques semaines après le tabac que quand on fume. Et là, c'est un bénéfice qui est rapide. Après, si on est enceinte, si on arrête de fumer, on a un bébé qui grossit plus. Un bébé de femme fumeuse qui fume pendant les 2e et 3e trimestres de grossesse, il a 300-600 grammes de moins à la naissance. Si la mère arrête de fumer, le poids est normal. Et si la mère ne fume pas, si le papa fume, il a 150 à 200 grammes de moins. C'est-à-dire que le bébé voit quand le père fume à côté de la maman, qui, elle, ne fume pas, ça passe quand même et ça se fixe. Là. Donc, il ne faut pas fumer. Et puis en plus, ça diminue la fertilité. Dans tous les programmes de PMA, moi, c'est une cause importante de consultation. Tous les programmes de PMA, ils exigent l'arrêt du tabac avant le PMA parce que ça diminue par 2 ou 3 les chances de succès. C'est 2 ou 3 les chances. Oui, et quand vous faites des PMA à 35 ans ou 40 ans comme maintenant, parce que les femmes ne font plus d'enfants à 20 ans, là, c'est de plus en plus médicalisé. Mais ça, tous les risques augmentent avec l'âge. Hein. Le risque tabac-pilule, on en parle beaucoup. Quand on est en affaire à des jeunes filles de moins de 18 ans, il ne faut pas dire de bêtises, que c'est vrai que ça triple le risque d'accident vasculaire, mais ça triple un risque qui est 0. Zéro, presque 0. Quand vous avez 40 ans ou 35 ans, ça triple un risque de 4-5%. Donc là, vous arrivez à 15% de risque. Là, il faut sérieusement y penser. Alors, l'autre solution, c'est de ne pas vieillir, mais c'est triste aussi. Comme vous l'avez dit, là, sur les dernières décennies, il y a eu pas mal d'évolutions de la recherche et de la compréhension du tabac, de la nicotine et de ses impacts. Quelles sont un peu les grandes recherches en cours, les innovations à venir? Qu'est-ce que vous rêveriez de voir arriver? Oui. Je suis très critique, mais jusqu'en 99 de mémoire, moi, quand j'ai commencé à m'occuper du tabac, il n'y avait pas de substitut nicotinique, ça n'existait pas.
Quand c'est arrivé, c'était des poisons. On a eu PPDA, 4 crises cardiaques sous substitut nicotinique déclarées par indirectement l'industrie du tabac, ce qui est sûrement vrai. Mais il y a eu 25 000 morts du tabac par la cigarette et qui n'étaient pas dans le journal de PPDA, je ne sais pas pourquoi. Et après, pour les patchs, c'était marqué « ne jamais fumer avec un patch », etc. C'était normal quand le médicament sort, qu'on ne sait pas ce que c'est. Au bout de 2 ans, ça a été supprimé. Maintenant, on peut fumer avec un patch. À l'époque, les cardiaques, je ne pouvais pas l'utiliser. Maintenant, on l'utilise en réa cardiaque après un infarctus. On ne pouvait pas le donner aux femmes enceintes. Maintenant, on le donne aux femmes enceintes, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, avec la connaissance du produit, que le produit est infiniment moins dangereux. Et ça, il y a quand même un changement. Mais le gros changement qui est pas fait, c'est que depuis 10 ans, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à persuader plus vite mes collègues, les pouvoirs publics et hautes autorités, de bouger et de laisser la nicotine utilisée plus librement et plus rapidement qu'on ne le fait. En sachant que la France, c'est pas si mal, et le fait d'avoir la gratuité des substituts, quand même, arrange bien les choses. Et là, c'est un peu mon combat depuis toujours. Dans les années 2000, c'était Kouchner qui était ministre de la Santé. On avait monté les constellations de tabacologie, théoriquement un par département. Ça a presque été fait et ça persiste toujours quand même quelques années après. Après Xavier Bertrand, on a poussé pour faire l'interdiction de fumer. Et là encore, on l'a fait au début. On hésitait un petit peu. On a fait un sondage. 60% des Français étaient d'accord. On a dit, bon, on pousse. Et on a poussé, ça a marché. Et puis avec la cigarette électronique, avec Marisol Touraine, pour qui j'avais fait le premier rapport sur la cigarette électronique, là aussi, elle a dit que c'était un produit et c'est passé. Mais et ça nous a permis le rapport que j'avais fait à l'époque a permis aussi de changer la directive européenne sur les produits du tabac parce que c'était l'industrie pharmaceutique qui faisait le lobby de fond pour que ça soit qu'un médicament. Et on a réussi par des moyens politiques détournés de faire que ça passe et que la cigarette électronique reste un produit à part, un produit qui est proche du tabac, c'est clair, qui est régulé, c'est bien. Et la régulation était demandée par tous les acteurs de la vape. Au moment où on avait fait j'ai mis le rapport qui a été remis en mai 2013, donc il y a 12 ans, là, il y a eu, tous les gens étaient un petit peu à la guet. Le fait que le bouquin sorte en disant, mais il y a ça, mais il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un code de la route. Quoi. Ce que je disais, la voiture, c'est bien, mais sans code de la route, c'est moins bien qu'une voiture avec code de la route. Il y a 200 boutiques qui ont ouvert dans la semaine d'après. Et c'est sorti après, ils m'ont donné la commission AFNOR, où j'ai pu aussi bien me bagarrer en France pour que ça marche, et qu'en France, la vape reste un produit géré essentiellement ou en dehors de l'industrie du tabac. Il y a une fédération indépendante de l'industrie du tabac de la vape, alors qu'au niveau de l'Europe, c'est moins bien, et au niveau c'est le CEN au niveau de l'Europe, et puis au niveau de l'ISO mondial, là, c'est carrément l'industrie du tabac. Mais personne ne peut suivre. Ils font une réunion à Tokyo le lendemain, etc. Il faut avoir un abonnement de billets de première classe et des milliards pour faire ça. Et ça ne marche pas. Et du coup, si vous deviez mener un combat aujourd'hui, ce serait lequel ? Le combat, c'est que plein de combats. Le combat, c'est pour étendre les zones où on ne fume pas. Et ça vient doucement et progressivement. Et ça vient de plus en plus de la société civile. C'est-à-dire que de ne pas fumer devant les écoles, de ne pas fumer dans les parcs à jeux, tout ça. La Ligue contre le cancer a fait pas mal de trucs. Les associations font pas mal de trucs. On fume toujours dans les terrasses, qui me désole. J'avais été en Nouvelle-Calédonie pour autre chose, juste au moment de l'interdiction de fumer. Et là, pour les terrasses, pour décider, là, il y avait un technicien de santé du gouvernement qui a été voir les 400 bars et restaurants, qui leur a dit, voilà, il y a ça, on va l'appliquer, comment il faut faire. Et tous, ils ont dit, si moi, pour mes clients, je ne peux pas demander que la terrasse soit non-fumeur. Mais si c'est vous qui l'exigez, je suis très content. Et finalement, ils ont fait la moitié des terrasses depuis le début, depuis l'interdiction. Personne ne peut avoir une terrasse entièrement fumeur. Et là, les terrasses, en plus, c'est soleil plein air et il n'y a pas de mur. Parce qu'en France, on a des terrasses qui sont complètement fermées, mais les écoles et tout ça, ça bouge quand même et ça devient... Et les fumeurs, les non-fumeurs le font. Et pour la vape, il n'y a pas de bagarre énorme pour je vape pas, parce que si les vapoteurs sont intelligents, s'ils veulent vapoter dans un endroit un petit peu limite, ils vapotent discret. Par contre, c'est sûr que j'étais au congrès des vapoteurs il y a 10 ans, là, ils étaient tous aux arts des métiers, on était dans une cour où ils étaient tous à faire le plus gros nuage possible, et même dans la cour, c'est gênant. Parce qu'il y a des concentrations de produits qui deviennent
qui deviennent gênants, mais c'est pas... Voilà, je passe pas ma vie là-bas non plus. Et quel est le mythe le plus répandu sur le tabac que vous aimeriez démystifier? Là que le tabac est une maladie définie par l'OMS comme la dépendance tabagique, maladie chronique incurable qu'on peut mettre en rémission complète, qui est acquise quand on est enfant. C'est une maladie pédiatrique. Et quand on a été violé à 16 ans parce que sa jupe était trop courte, c'est pas parce que sa jupe était trop courte, c'est parce que le violeur était un salaud. Quand on a été rendu dépendant de la nicotine avant 18 ans, c'est qu'on a affaire à une industrie qui marque dans ses documents. Il y en a un que j'ai analysé où il les appelle préfumeurs, ceux qui fument pas encore. Il y a les préfumeurs, les expérimentateurs, les fumeurs. Et les préfumeurs, ils voient comment les attraper, d'abord par des motifs psychologiques, les cow-boys, les machins, comment s'occuper, comment faire du lien social. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est TikTok et le reste. Après, pour les expérimentateurs, là, ils avaient des problèmes parce que quand ils expérimentent, les jeunes, ils n'aiment pas la cigarette. Ils sont dégoûtés par la cigarette. Donc, ils ont fait les menthols, ils ont mis les cigarettes à la vanille, ils ont mis les capsules de machin. Et à chaque fois qu'ils mettent un truc, on refait un règlement, mais il faut 1 an pour que ça sorte, ou 2 ans pour que ça sorte, pour interdire tous ces produits d'initiation du tabac. Et maintenant, c'est beaucoup la nicotine en sachet, qui est des sachets ou des billes qu'on met dans la bouche, qui ne sont plus du tabac. C'est juste un extrait de tabac. Et ça, ça rentre pas sous la réglementation des produits du tabac, parce que c'est pas du tabac, c'est juste la nicotine. C'est pas un médicament. Et comme c'est pas de la vape, donc on essaye de les interdire, le faire pour pas ouvrir des nouvelles portes. Mais en Inde, vous avez le dentifrice au tabac pour blanchir les dents des enfants, etc. Donc il y a plein de produits qui sont faits. Et ça, l'avantage, c'est que ça augmente le nombre de récepteurs, enfin l'avantage comme industriel du tabac qui veut gagner beaucoup de sous, ça augmente la dépendance, ça augmente le nombre de récepteurs, donc on n'est plus... Donc la première cigarette est plus agréable finalement. Et moins désagréable. Ouais. Il y a un des gros aspects positifs, c'est que la Chine, parce que le premier producteur mondial du tabac, c'est pas Philip Morris, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, Marlboro, c'est le gouvernement chinois, c'est Shanghai Tobacco, qui est le premier consommateur et premier producteur. Et là, ils ont depuis 3-4 ans complètement changé la chemise. Ils essaient de faire réduire le tabagisme, que comme leur population vieillit, ils s'aperçoivent que quand on a une population qui a 30 ans, ça va, mais quand une population qui arrive à 40-45 ans, on voit les dégâts et ça leur coûte cher. Et donc, ils ont reversé ça et ils sont en train de lutter contre le tabac de façon un peu plus efficace, en sachant que c'est toujours ambigu. Parce que quand ils viennent nous voir, c'est toujours le gouvernement chinois qui dit qu'ils sont l'Institut de protection de machin, mais c'est les mêmes. C'est un petit peu quand la CETA était... Et le gouvernement français, des Gaulois, tout ça, avant, c'était l'État qui possédait et qui fabriquait. Et rue de Rivoli à l'époque, et c'était un peu gênant quand c'est l'État qui produit le produit. C'est plus facile de lutter contre un produit. Mais il y a toujours des fonctionnaires qui sont persuadés que le tabac rapporte de l'argent. Okay. C'est-à-dire que c'est vrai que le tabac rapporte quelques milliards qui sont versés presque tous à la sécurité sociale, au point de vue, et puis pour la retraite des pluralistes et des choses comme ça. Et la sécurité sociale, la même année, dépense 2 fois, 3 fois plus d'argent, rien que pour soigner les 5 principales maladies au tabac. Et donc, globalement, c'est un gouffre financier énorme. Pour la société. Et même pour tout. Parce qu'on avait vu les patrons, l'interdiction, le patron des hôtels Accor, etc. Une chambre fumeur, il y repeine tous les 2 ans, non-fumeur tous les 6 ans. Qui est moins cher. Vous avez une voiture que vous vendez qui sent la cigarette, elle se vend 20% moins cher qu'une voiture qui ne sent pas le tabac. C'est-à-dire que le tabac, c'est dégueu. Pour les plages, c'est dégueu. Pour les poissons, c'est dégueu. Donc, le tabac est un produit de la cigarette, est devenu un produit ringard. Et vraiment, chez les jeunes, c'est vraiment rentré dans les normes. Si on avait un discours plus clair pour le cannabis, on serait un peu plus facile encore. Mais ça marche pas mal. Et pourquoi vous pensez que le tabac n'est pas encore complètement interdit, par exemple? D'interdire, on a interdit l'alcool, ça marche pas. Ça, c'est un produit qui est utilisé par des millions de gens. L'interdiction, ça marche absolument pas. Et on peut plus contrôler. Moi, je serais plutôt pour même faire entrer dans un cadre légal de cannabis, qui dans un cadre légal pour être contrôlé, en sachant que tous les pays qui ont libéralisé, comme les États-Unis, tout ça, au mieux de faire entrer dans un cadre légal d'État, ils l'ont donné à Wall Street. Alors, à partir du moment où c'est les gens qui sont là pour faire du fric, ils font du fric. Il faudrait faire l'association des mutuelles pour le contrôle du tabac et du cannabis et pourrait résoudre le problème facilement. Et quel est justement le pays modèle en matière de politique anti-tabac?
Il n'y a pas de pays modèle, mais il y a des modèles dans de nombreux pays. C'est-à-dire que la France est un modèle pour le remboursement des substituts nicotiniques. Pour les lois, la loi E20, tout, c'était une première qui a été faite, l'interdiction de fumer. Pour les lois, on est assez doué en France. On n'est pas très bon pour faire appliquer l'interdiction de vente de mineurs. Par exemple, moi, j'étais attaqué par les buralistes qui m'ont traduit en justice ce que je disais qu'ils vendaient des cigarettes aux enfants, ce qui est une évidence absolue. Et puis après, on gagne le procès, mais ça coûte quand même cher parce qu'il faut payer les avocats. Et eux, ils ne payent pas, c'est l'industrie du tabac qui paye pour eux. Les désinformations sur la contrebande, etc. Les cigarettes de contrefaçon en France, c'est 0,8% des cigarettes selon les services de santé publique français, etc. Et si on écoute les cigarettiers, c'est 40% des cigarettes qui sont achetées en dehors. Et après, ils comptent quelqu'un qui a les paquets ramassés par terre ou quelqu'un qui dit « une fois dans ma vie, j'ai pris une cigarette dans un autre pays ». Mais moi, j'habite près de la Tour Eiffel, il y a plein de cigarettes aussi chinoises, tout ça, dans la Tour Eiffel, mais c'est des Chinois qui viennent fumer leurs cigarettes chinoises sous la Tour Eiffel. Et quand on fait le trajet de de la frontière belge à Lille, on voit que le nombre de paquets étrangers, de paquets belges augmente plus on se rapproche de la frontière. Donc, il y a une économie qui est faite là, mais ça, c'est pas très grave et ça ne change pas. Et de toute manière, les cigarettes de contrebande, de contrefaçon, elles ne tuent pas plus que les cigarettes ordinaires. De dire que ça, c'est pas propre parce qu'il y a regardez, il y a des crottes de souris. Il faut beaucoup mieux fumer de la crotte de souris que la cigarette. Et du coup, quel serait le message de clôture que vous voulez porter sur notre discussion, sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme, sur peut-être les fumeurs qui nous écoutent? Il faut faire la lutte pour les fumeurs, pour les aider, pour les traiter et pas trop être contre. Et les fumeurs, il faut leur apprendre à être bienveillants avec eux-mêmes. Et l'arrêt du tabac, ça doit être bienveillant. Quand on est bienveillant, on prend 0 kilo. Moi, mes patients, tout patient qui prend 1 kilo, je l'engueule. Parce que je lui dis, je leur dis de surtout pas faire de régime, rien du tout. Je leur dis seulement, sauf à Noël, il y en a qui ont 1 ou 2 kilos, ils ont eu le droit, mais les autres, je leur dis, c'est ça, vous n'avez pas pris la quantité de nicotine. Si votre corps n'a pas sa dose de nicotine, il va se venger en mangeant des barres chocolatées ou en mangeant autre chose. Donc, si vous êtes gentil avec votre corps, vous donnez ce qu'il faut à manger en nicotine, il ne va pas aller vous embêter à manger autre chose et vous allez garder le même poids. Et il faut être gentil et bienveillant avec soi-même. Et d'être gentil et bienveillant, ça marche très bien. Il faut encourager ces méthodes. Mais j'ai vu encore en consultation un malade la semaine dernière, il y a 2 ans, un médecin lui avait laissé sans aucun substitut nicotinique, sans aucune aide, en appel à la volonté. Il avait pris 8 kilos et il continuait à fumer et il se trouvait nul. Et en 15 jours, il ne fumait plus et puis il se trouvait bien. Vivez heureux et puis voilà, vous allez sur Tabac Info Service, vous allez sur Doctolib, vous allez n'importe quoi, vous appuyez sur le bouton, trouver un tabacologue. Et depuis quelque temps, moi je travaille en visioconsultation parce que je suis un vieux monsieur et que je me déplace moins facilement et j'ai peur des microbes. Et donc, et ça marche mieux que sur place parce qu'on voit les gens, souvent, ils appellent sur le télé, ils prennent un rendez-vous. D'abord, ils peuvent changer leur rendez-vous. S'il est pris à 9h, ils changent de 2h, 1 heure après, il est le bonne heure ou le lendemain. Et d'autre part, il y en a plein que je vois au travail. Genre, je les vois sur le parking de la voiture, j'en vois dans le grand bureau de direction de la City de Londres où tout est doré, etc. C'est-à-dire que ça prend 20 minutes dans la journée, il n'y a pas à se déménager tout le temps, si bien qu'on peut les voir un peu souvent au début. Moi, je les vois toutes les semaines tant qu'ils fument. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on laisse passe. Et puis après, j'ai essayé encore à 3 mois. Après, je les laisse un peu faire, je leur dis de revenir. Ma femme qui fait la même chose que moi, elle leur donne des rendez-vous à 3 mois, mais chacun fait un peu différemment. Chacun sa stratégie. En tout cas, merci beaucoup, professeur Dotzenberg, pour cette vision à la fois positive, mais très structurée et méthodique de l'arrêt de la cigarette, sur comment en faire un plaisir, aussi pour comprendre à quel point ça reste encore un enjeu majeur de la santé publique en France et parfois un peu trop mis de côté, oublié, qu'il y a encore d'énormes opportunités pour aider les jeunes à ne pas commencer, mais aussi pour aider ceux qui fument aujourd'hui à arrêter, encore une fois de manière positive. Vous nous avez aussi aidé à comprendre quels étaient les mécanismes de cette addiction, comment elle se crée et comment scientifiquement elle continue à se construire dans le cerveau jusqu'à qu'on arrête de fumer. Donc nous partageons vraiment, nous, cette vision-là chez Alan, d'une vie plus saine, de lutter pour plus de longévité, de essayer de regagner des années en très bonne santé. Donc merci de nous avoir inspirés sur ces sujets-là. Si le podcast vous a
intéressés, chers auditeurs, à comprendre comment construire un avenir sans tabac, je vous prie de liker, de partager, d'éduquer vos proches sur ce sujet-là et de vous inscrire aussi au podcast, car il y aura de très nombreux nouveaux épisodes qui vont arriver. Abonnez-vous et à très bientôt. Et encore, merci professeur. Merci à tous.